vous. Donc on va aborder les aspects politiques un petit peu, mais surtout les aspects économiques, les relations, les échanges entre nos deux pays. Et on va commencer par la question principale, c'est que le peuple vietnamien et le peuple algérien ont ceci en commun, qu'ils ont construit l'avenir de leur pays sur la base des symboles historiques et de la révolution. Et c'est cet esprit de révolution qui continue à les guider vers, pour booster leur économie, pour être toujours performants et très forts dans un contexte international très hostile aux pays qui ne sont pas forts. Nous vivons un contexte international où les pays qui ne sont pas puissants sont écrasés par les grandes puissances. Qu'en pensez-vous? Bonjour, salam alaikum. Bienvenue à l'ambassade du Vietnam en Algérie. Donc, je pense que vous venez d'aborder une question très importante. Ça montre que la situation de la donne régionale et internationale actuellement est vraiment très difficile et extrêmement instable. Dans cette donne générale, je pense, à mon sens, il faut se baser sur les valeurs sûres, sur les relations d'amitié traditionnelles, qui est d'ailleurs justement la valeur la plus importante de la relation entre le Vietnam et l'Algérie. Donc je reste très positif des perspectives dans les relations bilatérales entre le Vietnam et l'Algérie. Et je crois que cela pourrait être un point d'ancrage, non seulement pour le Vietnam, l'Algérie, mais aussi pour les associations régionales ou internationales à laquelle nos deux pays sont membres. Je me réfère certainement au rôle très actif de l'Algérie au sein de l'Union africaine, de la Ligue arabe, mais aussi observateur de l'Association des pays du Sud-Est asiatique. Et le Vietnam, de notre part, le Vietnam est aussi un membre très actif des Nations Unies et d'autres organisations internationales et régionales. Du coup, notre relation peut servir comme un pont solide dans l'intérêt, je veux dire, dans l'intérêt commun de la stabilité et de la paix, aussi bien au niveau régional qu'international. Très bien. Monsieur l'ambassadeur, dans quelques jours, il y aura la signature chez vous à Hanoï de la convention de Hanoï sur la cybercriminalité. Comment voyez-vous les dangers qui sont en train d'émerger du progrès technologique qui a induit une criminalité très élevée jusqu'au point de pratiquement constituer un point de discorde entre des pays? Là, il y a deux choses à dire. D'abord, nous savons bien que notre époque, elle est une époque de la nouvelle technologie, de la numérisation et de la transformation numérique. Donc, ensemble, avec cette transformation, il y aura certainement des défis, dont la cybercriminalité. C'est un défi énorme pour nos deux pays et aussi pour les autres pays du monde. Et ça demande, ça exige la coopération internationale, mondiale, entre tous les pays. Et c'est justement la raison pour laquelle, sous l'égide des Nations Unies, ce serait ce mois d'octobre à Hanoï, la signature d'une convention très importante, portant justement sur la lutte contre la cybercriminalité. La deuxième chose, c'est une convention, cette signature, je veux dire, marque
revêt d'une importance particulière et prouve une signification symbolique. D'abord parce que cela prouve le rôle très important que joue l'Algérie durant tout un processus de négociation. Je me rappelle votre ambassadrice de l'Algérie à l'époque, elle a joué un rôle très important. Tout le monde l'a reconnu. Moi-même, j'ai d'ailleurs été en Éthiopie récemment pour participer à une réunion de l'Union africaine portant sur ce sujet et sur cette convention également. Et j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec plusieurs ambassadeurs d'autres pays du monde. Ils ont tous apprécié le rôle actif de l'Algérie. Et Hanoï, le Vietnam également, a participé très tôt et très activement à ce processus. Nous avons proposé et approuvé par les Nations Unies d'être le pays hôte pour la signature de cette convention. Et il y aura la participation, la présence non seulement du secrétaire général des Nations Unies, mais aussi d'autres chefs d'État, chefs de gouvernement et autres personnalités internationales, dont le secrétaire général des Affaires étrangères de l'Algérie, qui viendra avec une délégation importante. Voilà. Okay. On va passer un petit peu au volet économique maintenant, si vous le permettez. Donc, nous savons que le Vietnam, dès après son indépendance, elle a très vite été très performante dans les secteurs, par exemple, de l'agriculture, de l'informatique et des industries. Elle est performante au point d'exporter son expertise et son savoir-faire chez d'autres pays. Et justement, certains des secteurs où le Vietnam est très performant peuvent être utiles pour l'Algérie. En ce sens, dans quelle possibilité le Vietnam peut être utile dans son industrie, son agriculture, sa technologie et même ses services, en quoi il peut être utile à l'Algérie? Merci pour vos bons propos sur certains résultats économiques du Vietnam. Je crois que nous sommes toujours prêts à partager mes expériences avec l'Algérie et aussi nous avons beaucoup de choses à apprendre de l'Algérie. Pour votre information, en 2024, quelques chiffres d'exportation. Dans l'électronique, nous avons exporté des produits d'une valeur de 126 milliards de dollars. Dans le domaine du textile, les chiffres d'affaires pour les exportations, c'est de 44 milliards de dollars. Et dans l'agriculture, 62 milliards de dollars. Bien entendu, cela ne vient pas du jour au lendemain. Vous m'avez demandé sur les expériences. Je pense que il y en a beaucoup. Mais si on peut, pour être plus bref, je vais mentionner 3 choses. D'abord, il faut créer un environnement d'affaires qui est favorable aux activités de production et d'exportation dans ces domaines. Ensuite, il faut avoir un cadre juridique général qui est aussi favorable, aussi précis et transparent possible pour encourager non seulement les producteurs, mais aussi les investisseurs dans ces domaines. Et troisièmement, il faut penser à avoir un système, ou autrement dit un écosystème qui est favorable à la recherche, à la production et à l'exportation de ces produits.
On peut l'appeler un écosystème ou un système des industries subsidiaires très nécessaire, très important pour pouvoir inciter et créer les conditions les plus favorables à la production et l'exportation. Et dans tous ces processus, je pense que le rôle que joue le gouvernement est très important. Mais aussi, il faut parler également le rôle très actif du secteur privé et des entrepreneurs. Maintenant, on va passer à un secteur où le Vietnam n'a pas été favorisé par la nature. Je veux parler du secteur de l'énergie, des hydrocarbures. Bon, maintenant, on sait que le Vietnam veut passer à une transition énergétique. Comment voyez-vous les choses et comment pensez-vous échapper au piège de la dépendance aux hydrocarbures et principalement au pétrole et au gaz? D'abord, nous n'avons pas assez de ressources hydrocarbures ou énergétiques assez importantes pour être dépendus. Mais pourtant, nous avons fixé notre objectif de zéro d'émission nette en 2050. Bien entendu, le Vietnam fait partie des pays exportateurs des hydrocarbures, mais le volume n'est pas très important. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire dans ce cas? D'abord, je pense qu'il faut dire que la réduction, le fait qu'on réduise la dépendance aux hydrocarbures est très importante. C'est une tendance mondiale. Tout le monde s'oriente vers un développement plus vert, plus durable. Et du coup, c'est nécessaire et c'est indispensable à commencer tout de suite dès maintenant, avant que ça soit trop tard. Et à mon sens, il y a trois choses à être diversifiées. D'abord, diversifier l'approvisionnement en énergie. Deuxièmement, diversifier la consommation ou l'habitude de consommation en énergie. Et troisièmement, diversifier la structure de l'économie. Tout cela va, ou autrement dit, il faut créer à la fois le besoin et l'accès favorable à l'énergie chez les consommateurs. Qui sont ces consommateurs? Les industriels, l'économie. Donc il faut diversifier la structure de l'économie, de notre économie. Si l'économie et les usines consomment moins d'énergie, si l'émission est moins importante, si nos entrepreneurs sont plus responsables ou utilisent avec plus de responsabilité des ressources naturelles en énergie, là, ça nous a permis déjà à réduire effectivement la consommation de l'énergie, ou autrement dit, le gaspillage de l'énergie. Mais aussi, il y a les individuels. Chacun de nous consomme chaque jour de l'énergie. Et si on n'a pas une conscience, on n'a pas adopté une habitude responsable à l'égard de l'environnement, à l'égard des ressources naturelles qui est épuisable, qui est limitée, là, le gaspillage continue. Donc là, il faut faire comprendre aux consommateurs, même si individuels, qu'il faut avoir une habitude plus responsable. Et cela doit commencer d'abord dès l'école. Les enfants, à l'école, ils doivent
ils doivent avoir suffisamment d'informations ou il doit être enseigné. Il faut enseigner les enfants, donner les leçons, même si les premières leçons très basiques, quelque chose de très élémentaire. Mais il faut donner l'habitude d'être responsable dès bas âge. Donc c'est justement ce que je veux dire. Il faut créer un besoin qui vient de soi-même, chez les individus et chez les industriels, d'utiliser avec plus d'efficacité les ressources naturelles. Et ensuite, le rôle de l'État, c'est où? C'est donner l'accès favorable à tous ceux qui ont besoin de l'énergie. Vous êtes un industriel, un entrepreneur, vous aurez certainement besoin des ressources, de l'électricité par exemple, pour la production. Vous aurez besoin certainement de ressources, par exemple, de l'eau pour le fonctionnement correct de votre usine. D'où vient cela? Ça vient certainement des investissements du gouvernement, de l'État. Ça demande l'investissement. Mais aussi l'État peut jouer un autre rôle qui est non moins important, c'est de faire une obligation pour ceux qui n'en veulent pas. Pourquoi l'obligation? Parce que c'est le rôle justement du gouvernement de faire les lois qui les obligent à être plus responsables. Et dans ces deux cas, le rôle de l'État, je veux dire, est très important. Bien sûr, la conscience générale, la compréhension générale, l'habitude responsable de chaque individu, de chacun de nous et de l'ensemble de l'économie est non moins important. D'accord. Maintenant, ce que je veux dire aussi, c'est que c'est une question économique qui se divise en deux volets. Oui. Premièrement, je voudrais connaître quelles sont les, comment dire, les attractions, les facilitations que donne le Vietnam pour capter les capitaux étrangers, les investissements étrangers. Et la deuxième question, c'est les opérateurs économiques algériens sont de plus en plus attirés par le marché asiatique. Et dans cette perspective, quels sont les secteurs où les opérateurs algériens peuvent aller investir au Vietnam? Vous avez deux questions intéressantes qui sont liées. Comment capter plus d'investissements étrangers directs? C'est une casse-tête pour tous les gouvernements, y compris dans les pays les plus développés, comme les États-Unis, le Canada, le Japon ou autres pays en développement et ceux les moins développés. Mais ce n'est pas évident. Très sincèrement parlant, ce n'est pas évident. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de patience et surtout d'action solidaire, unitaire et constant. À partir de ce qui s'est passé au Vietnam, je peux vous dire que d'abord, il faut avoir une volonté. Tout le monde en a. Certainement. Mais comment est-ce qu'on peut traduire cette volonté en action? Comment est-ce qu'on peut traduire cette volonté en résultat? C'est ça qui est difficile. Alors, pour le Vietnam,
nous avons commencé d'abord par une nouvelle loi sur l'investissement. La dernière date en 2020. Dessus, avant, nous en avons d'autres lois qui ont été régulièrement amendées, rectifiées, pour que ça soit adapté à la nouvelle donne internationale. Mais la dernière date en 2020, une nouvelle loi sur l'investissement qui est assez intéressant, qui crée des incentives importantes pour faire la différence entre notre marché et les marchés ailleurs. Je crois que l'Algérie a récemment aussi une nouvelle loi sur l'investissement et ça a donné aussi des conditions très favorables, ou au moins plus favorables que d'autres fois, que dans le passé, aux investisseurs. Et déjà, vous avez vu les premiers résultats encourageants. Je m'en réjouis de les voir, surtout à travers, par exemple, la Foire internationale, les échanges économiques et commerciaux entre les pays africains, tout récemment, avec des contrats signés, conclus. Là, c'est les premiers résultats très encourageants. Ça prouve que vous êtes sur la bonne voie. Et ensuite, un élément très important, c'est le rôle, de nouveau, le rôle de l'État et du gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement peut faire à ce moment-là? En deux mots, le gouvernement doit être à la fois le garant d'un environnement d'investissement favorable et aussi un inciteur, un facilitateur pour les investisseurs étrangers. Par exemple, chez nous, le gouvernement assure la propriété pour les investisseurs. Vous êtes venu avec tant d'argent, vous faites des bénéfices, vous avez des usines, vous avez le droit, bien entendu, à être propriétaire du terrain, des biens immobiliers, et vous avez aussi le droit de faire le transfert des fonds et de bénéfices, pourvu que vous obéissez à des lois et des régulations juridiques qui s'appliquent de la même manière à tous les opérateurs économiques. Et ensuite, une chose très importante, c'est la stabilité. Et là aussi, c'est le rôle de l'État. Il faut créer et préserver la stabilité économique, sociale et politique. Quand vous êtes stable, quand vous avez un environnement social qui est bien et profitable, vous avez des conditions économiques qui sont assez claires, précises. Quand vous avez un pays qui est stable, les investisseurs viendront. Et je vois aussi sur ce volet les efforts considérables du gouvernement algérien et plus particulièrement de Monsieur le Président de la République, Monsieur Abdelmadjid Tebboune, dans le fait de continuer, préserver, assurer la stabilité sociale, économique. Et cela est très important.
c'est aussi une leçon que le Vietnam a tirée soi-même de son développement. Et dernièrement, il faut penser à la coopération internationale. Chaque pays a son chemin dans la coopération. Parce que c'est seulement ce pays, seulement l'Algérie connaît le mieux de ce qu'il doit faire et peut faire dans la coopération internationale. Il faut un processus. Vous avez le large choix. C'est votre choix souverain d'être d'amis de ce pays, d'aller plus loin avec d'autres pays et rester un peu à l'écart avec certains autres pays. Mais dans tous les cas, le Vietnam se trouve parmi les pays amis les plus proches, parmi les partenaires les plus fiables de l'Algérie. Nous partageons pas mal de choses dans l'histoire. Et tout cela constitue une base très solide pour promouvoir les relations bilatérales dans tous les domaines, y compris l'investissement à la fois du Vietnam en Algérie ou de l'Algérie au Vietnam. Actuellement, il y a un projet d'investissement vietnamien en Algérie qui date depuis plus de 10 ans. Et les investisseurs vietnamiens, je veux dire, continuent à exprimer leur souhait, leur intérêt à venir travailler en Algérie, leur engagement à venir et rester longtemps. Et là, je pense que c'est des signes, même si c'est le début, mais c'est des signes très encourageants qui prouvent la vitalité des relations entre le Vietnam et l'Algérie. Et je crois que les domaines de coopération sont de plus en plus nombreux. Il n'y a pas de limite dans ces domaines. Exactement. Une dernière question, on ne va pas vous retenir plus que ça. En disant à mes amis journalistes, collègues, que demain ou après-demain, on va faire un entretien avec son Excellence, Monsieur l'ambassadeur du Vietnam en Algérie, ils ont tous posé la même question. Pourquoi il n'y a pas de vol direct Alger-Hanoï, au moins une fois par semaine? Est-ce que vous pensez à cette éventualité? J'y ai pensé plusieurs fois. Bien entendu, nous ne manquons pas d'avions. Nous ne manquons pas de volonté. Ce qui manque, je pense, c'est pas exactement ce qui manque. Je m'explique. Il y a des choses qu'il faut commencer par les dirigeants au plus haut niveau. Et les deux côtés, le Vietnam et l'Algérie, nous attendons les visites au plus haut niveau de nos dirigeants pour donner un coup de pouce pour tous ces volets. Non seulement une ligne directe, mais aussi autre chose. La coopération dans l'agriculture, la coopération dans l'agroalimentaire, dans l'énergie, dans la transformation numérique, dans la production pharmaceutique, dans l'éducation, etc. Il faut avoir un coup de pouce de nos dirigeants. Et j'en suis persuadé qu'il y aura davantage dans l'avenir. Et cette année aussi. J'espère que vous aurez des bonnes surprises d'ici la fin de l'année. Mais surtout, comme il s'agit de la dernière question,
je suis convaincu que dans les relations entre les deux pays, ce qui est le plus important et ce qui fait la différence, c'est la confiance. Si on a la confiance de part et d'autre, si on est sûr et certain qu'il existe une bonne volonté de part et d'autre, là, la coopération continue. C'est comme une flamme. Ça peut être des fois petite, affaiblie, mais ça ne s'éteint pas. Et ça va s'éclater rapidement. Très bien, je vous remercie, monsieur l'ambassadeur. Ça a été un plaisir de discuter de sujets politiques, économiques, les échanges commerciaux, les possibilités, les opportunités pour les opérateurs algériens d'aller au Vietnam, prospecter le marché, parce qu'ils sont de plus en plus, comme je l'ai dit, attirés par le marché asiatique. Donc nous arrivons au terme de cet entretien. Ça a été un plaisir de discuter avec vous. J'espère que nous aurons d'autres occasions de discuter d'autres sujets concernant nos deux pays. Merci beaucoup, Son Excellence. Merci beaucoup et à bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah.